Alors merci Monsieur le modérateur, chers collègues. Donc je vais vous parler du pronostic après la réanimation. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation et on va essayer de répondre ensemble à 4 questions. La première, est-ce que le pronostic vital des patients d'oncohématologie s'est amélioré au fil des années en ce qui concerne le long terme? Alors on est un certain nombre à avoir connu au moins la fin de cette période où on se posait la question d'admettre ou pas ces patients en réanimation, et il faut bien reconnaître que jusqu'au début des années 2000, y compris sur les études les mieux conduites, et c'est pas notre modérateur qui nous contredira, dans les essais, notamment sur la VNI de l'immunodéprimé, on avait jusqu'à 75% de mortalité hospitalière sur ces patients d'hématologie. Alors, les déterminants de ce pronostic initial sont bien connus. C'est essentiellement la sévérité des patients, avec une relation qu'on connaît bien entre le nombre de défaillances d'organes et la mortalité, je dirais, un peu comme attendu, mais c'est vraiment le déterminant essentiel du pronostic initial. Et il a fallu attendre le milieu des années 2000 pour avoir de façon répétée une tendance avec une stabilité au cours de ce qui est publié, avec une mortalité autour de 50% des patients d'oncohématologie admis dans nos services. Et retenez ce chiffre pour la suite de l'exposer comme un ordre de grandeur des patients survivants à la réanimation. On connaît les déterminants aussi de cette amélioration au fil du temps. Elle a été déjà évoquée par les précédents orateurs. Des politiques d'admission qui ont été modifiées, des stratégies diagnostiques et thérapeutiques moins invasives, et puis une amélioration d'un certain nombre de prises en charge, les antifongiques notamment, mais pas uniquement. Donc là, la question est de savoir est-ce que, au fil des années, ce pronostic au long terme de ces patients s'est amélioré. Eh bien, on a finalement assez peu de données pour répondre à ces questions, et j'apporterai pas des réponses totalement définitives, mais la tendance est plutôt celle-ci, est plutôt celle d'une amélioration, avec effectivement, dans des papiers anciens, comme cette étude britannique sur une centaine de patients porteurs d'hémopathie maligne, on avait des survies très faibles, de l'ordre de 14% à 1 an, 10% seulement de survie à 3 ans. Alors, dans les années 2000, on retrouvait une littérature avec des chiffres un petit peu plus optimistes, 30% de survie à 1 an, mais déjà était pointé le fait que la gravité initiale des patients, en particulier le support d'organes, influençait aussi le pronostic à long terme de ces patients, parce qu'en effet, les patients qui étaient ventilés ou qui avaient une hémofiltration avaient une survie beaucoup plus faible, y compris sur le long terme, avec des courbes de survie qui divergeaient assez longtemps. Les données plus récentes, en particulier l'étude franco-belge coordonnée par Elie Azoulay sur plus de 1000 patients, a montré qu'on pouvait avoir des chiffres de survie à 1 an beaucoup plus intéressants, de l'ordre de 43% dans ce travail. Alors toutes les études ayant regardé l'évolution de cette survie à long terme au fil du temps ne montrent pas cette tendance, je dirais, spectaculaire à l'amélioration du pronostic, mais là on est face à une littérature beaucoup plus difficile à interpréter, en particulier avec des études souvent monocentriques, rétrospectives. C'est ce que nous avons fait dans notre service sur nos données, plus de 400 patients pendant 10 ans, avec une survie globalement à 1 an de l'ordre de 28% dans ce travail, et nous n'avons pas observé cette amélioration spectaculaire du pronostic. Et là, il faut bien sûr prendre en compte un certain nombre de déterminants, les politiques d'admission qui ont probablement changé, ce qui n'était pas trop le cas dans notre service, les sévérités globalement des patients qui ont changé, mais clairement la proportion de patients sévères dans ces différentes séries doit être regardée de façon très précise, parce que c'est un déterminant essentiel et qui conditionne bien sûr cette amélioration potentielle du pronostic qui est observée globalement. Nous n'admettons pas dans nos services les mêmes patients qu'il y a 10 ans, avec une proportion probablement différente de patients avec un pronostic extrêmement mauvais. Alors c'est ce que je vais vous montrer dans les diapos qui suivent. Effectivement, on sait très bien qu'une proportion de patients a des pronostics très mauvais, à long terme notamment. C'est le cas des patients qui ont une gravité initiale importante, et on voit que cette gravité influe aussi sur le pronostic plus à distance, avec une survie qui, à 1 an, qui est d'environ 15% dans le sous-groupe des patients qui a un IGS supérieur à 50, donc 2 fois plus grave, 2 fois moins de survivants que dans le pronostic des patients avec un IGS supérieur à 50. Ces données sont retrouvées dans des études beaucoup plus récentes de nos amis marseillais, chez les patients porteurs de SDRA avec des hémopathies malignes, où on voit clairement que la sévérité de l'atteinte pulmonaire initiale conditionne également le pronostic à distance, avec une survie qui est inférieure à 20% à 1 an chez les patients qui avaient une atteinte, l'atteinte pulmonaire la plus sévère.
Il y a aussi des sous-groupes de patients dont on sait que le pronostic à distance est particulièrement mauvais et il faut bien sûr prendre en compte ce pourcentage de patients pour l'interprétation des séries qui vous sont présentées. L'aspergillose pulmonaire invasive en est un, avec certes moins de patients au fil des années, c'est ce que montre la partie gauche de la diapositive, mais un pronostic de ces patients qui reste pas très bon avec, dans ce travail relativement récent, une survie à 6 mois inférieure à 20% dans ce sous-groupe de patients. Un autre sous-groupe de particulièrement mauvais pronostic est les patients allogreffés de moelle. J'ai mis 2 plaques du travail de Frédéric Penn, publié en 2006, avec globalement une mortalité à 1 an de 20%, mais qui est très largement impactée par le recours à la ventilation mécanique invasive, avec une survie qui n'excède pas 10% à 6 mois, 10% à 1 an, chez les patients allogreffés. Avec une mention toute particulière pour les patients porteurs de GVH, en particulier les GVH non contrôlés, les patients cortico-résistants qui ont besoin de ventilation mécanique invasive, ont des survies qui étaient faibles, qui restent faibles et qui est un sous-groupe de patients particulièrement difficile en ce qui concerne le pronostic au long cours. Alors, en lien également avec l'hémopathie maligne, à considérer bien sûr, c'est le pronostic de cette hémopathie qui, on le sait, n'influence pas la prise en charge initiale, ou très peu la prise en charge initiale, et ne doit pas être un élément qui détermine l'admission des patients dans les services. Par contre, clairement, le pronostic de l'hémopathie reprend le dessus, je dirais naturellement, au bout quand on regarde le pronostic à long terme, en particulier à 1 an, il y a des sous-groupes de patients avec un pronostic à long terme très mauvais, en lien directement avec l'hémopathie et peu lié à ce qui s'est passé pendant le séjour en réanimation. Alors, quels sont les autres facteurs pronostiques de ces patients, ce qui concerne le long terme? C'est en particulier ce que nous avons regardé dans notre série à Lyon, avec sur ces 400 patients, eh bien, des choses finalement assez attendues. L'état général reprend le dessus sur le pronostic, avec en analyse multivariée un effet important du performance statut sur la survie à 1 an, des données un peu qui confirme ce que je vous ai présenté précédemment. L'hémopathie, bien sûr, reprend le dessus sur le pronostic. Et si l'hémopathie n'est pas contrôlée, récidive ou progresse, c'est un élément qui va impacter le pronostic. Un élément qui reste controversé, c'est celui de la neutropénie. Vous savez que la neutropénie, on admet aujourd'hui qu'elle n'est pas un élément de facteur pronostic en soi, qu'elle est souvent liée à des éléments de gravité. Elle ressortait comme significative dans ce travail, mais ce qui n'est pas retrouvé dans la plupart des autres travaux. Par contre, un élément intéressant, c'est l'impact des supports d'organes sur le pronostic à long cours, puisque dans ce travail, les patients qui avaient besoin d'une ventilation mécanique invasive, de même que les patients qui avaient une hémofiltration ou plus largement un support rénal, avaient un pronostic beaucoup moins bon, alors que le recours aux vasopresseurs n'influençait pas le pronostic au long terme chez ces patients. Nous avons décliné ces facteurs dans les 3 sous-groupes de patients qui nous semblent être 3 sous-groupes de patients particulièrement difficiles en termes de pronostic, les allogreffés. Et là, on retrouve un peu comme attendu, comme le dit globalement la littérature, un effet très important des supports d'organes. La ventilation mécanique invasive est un impact important sur le pronostic de ces patients, de même que l'épuration extra-rénale. De même, chez les patients neutropéniques, un effet important de la ventilation mécanique invasive, mais également un rôle du performance statut, donc de l'état général de ces patients sur le pronostic à 1 an. Et puis, quand on regarde les patients, le sous-groupe des 200 patients ventilés, eh bien, l'effet le plus important est celui de l'adjonction d'un deuxième support d'organes, donc en l'occurrence l'hémofiltration. Et quand on regarde la proportion de survivants à 1 an chez les patients ventilés et dialysés, eh bien, clairement, on est sur un sous-groupe de particulièrement mauvais pronostic. Alors la survie après la réanimation est-elle moins bonne? C'est quasiment une question existentielle, je n'ai pas la réponse ici, mais on comprend bien que les patients qui sortent vivants de réanimation ont-ils moins de chances de survie que ceux qui ne sont pas venus en réanimation. Donc clairement la survie est impactée par le séjour en réanimation, mais est-ce que la mortalité est différente à l'issue de la réanimation? C'est une question pas complètement résolue. Il y a des données dans certains sous-groupes de patients. Là, encore une fois, les allogreffés, le passage en réanimation est un élément extrêmement défavorable dans l'évolution de ces patients, et on sait très bien que c'est un élément qui précipite l'évolution de ces patients, avec une survie, comme dans ce travail récent, qui est de 16% à 1 an dans le sous-groupe de patients passés en réanimation, en comparaison des patients non admis en réanimation, ce qui n'est pas du tout retrouvé à gauche chez les patients autogreffés, ce qu'on comprend bien volontiers.
Plus largement, les patients atteints de leucémie aiguë-myéloïde, c'est un joli travail sur 400 leucémies myéloïdes où clairement les courbes de survie des patients admis en réanimation ou non admis en réanimation ne sont pas les mêmes, ce qui est assez logique, mais quand on met la réanimation dans l'analyse multivariée, le séjour en réanimation n'est pas retrouvé comme un facteur indépendant de pronostic, alors que le sont le SAPS ou les comorbidités, avec quand on regarde les courbes de survie à J30 du diagnostic, donc après le séjour en réanimation le plus souvent, pas de différence en termes de survie chez les patients qui sont passés ou pas en réanimation. Même si le travail franco-belge ne montrait pas, n'étudiait pas des patients qui ne soient pas passés en réanimation, les données sont plutôt plus rassurantes, avec 43% de survie à 1 an, on l'a déjà vu, mais surtout que les patients en rémission à 6 mois, dans 400 en rémission à 6 mois, dans 80% des cas, avec une intensité de traitement qui n'est pas modifiée par le passage en réanimation, donc ce qui laisse penser quand même que le passage en réanimation n'a pas impacté beaucoup l'évolution naturelle, je dirais, de ces patients porteurs d'hémopathie maligne. Enfin, la dernière question à se poser, c'est la qualité de vie de ces patients après la réanimation. Là aussi, finalement, assez peu d'études, des études anciennes qui montraient des choses rassurantes, un petit peu du même ordre que ce que je vais vous montrer après, que les patients, finalement, qui sortent de réanimation ont une qualité de vie assez proche des autres patients admis en réanimation pour une autre pathologie que leur hémopathie maligne ou leur cancer. Alors attention, c'est des études qui sont très anciennes et avec des patients très sélectionnés, puisque vous voyez qu'il n'y avait que 8% de patients vivants à 1 an dans ce travail, donc à prendre avec précaution. Mais ces données sont confirmées par d'autres travaux plus récents. Ça, c'est une étude hollandaise sur la base du SF36 qui a comparé des patients porteurs d'hémopathie maligne, des patients qui soient passés en réanimation ou pas passés en réanimation, avec une médiane de suivi à peu près à 1 an et demi, en comparaison d'autres patients de réanimation appareillés sur les critères de gravité. Pas de différence de la qualité de vie, que les patients soient hémopathie ou pas d'hémopathie, en réanimation ou pas en réanimation, versus les autres patients de réanimation. Alors l'étude franco-belge, encore une fois, a regardé sur les patients à J90 avec à peu près 50% de répondeurs et rapporte des données qui sont globales mais qui sont assez rassurantes, avec une perception de la santé physique et psychique qui n'est pas modifiée par le passage en réanimation chez 80% des patients et pas de différence en comparaison d'une population de patients cancéreux non admis en réanimation. Alors d'autres études avec un prisme, peut-être un focus plus important, des données plus précises, eh bien sont peut-être un petit peu moins optimistes. Ça, c'est un travail belge récent également sur les patients d'onco-hématologie qui montrait que les hémopathies malignes étaient en soi un facteur indépendant, additif de l'âge et des comorbidités, d'une moindre qualité de vie à 1 an chez les patients cancéreux ayant survécu à la réanimation. Et dans ce travail, ce qui est intéressant, c'est que on observe une détérioration de la qualité de vie à 3 mois, qui est retrouvée pour tous les items. Mais ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est que finalement, on n'observe pas ou peu l'amélioration à 1 an qui serait attendue chez ces patients. Et donc ça, c'est peut-être des données qui restent à creuser pour la suite, parce qu'on n'a pas complètement exploré cet aspect qualité de vie des patients après la réanimation porteurs d'hémopathie maligne notamment. Alors, en résumé, quel est le pronostic après la réanimation? Eh bien, c'est un peu le verre à moitié plein, à moitié vide. Ça dépend un peu de l'humeur du moment. Il y a des aspects optimistes, des aspects plus inquiétants. Ma conviction, c'est que probablement il y a une amélioration de la survie à distance, mais encore la littérature n'est pas complètement définitive sur ce point. Il y a une influence des supports d'organes qui s'observe sur le long terme, la ventilation, l'hémofiltration. Il y a un pronostic très défavorable dans certains sous-groupes de patients sur lesquels certainement il y a beaucoup de progrès encore à faire. Et puis il reste des questions résiduelles à investiguer pour... je dois être coupé par quelque chose. L'heure probablement. Il reste des questions à creuser pour mieux comprendre ces données, être sûr que l'amélioration du survie est réelle, pour aussi, j'ai oublié la fin de ma conclusion, mais globalement, il faut poursuivre nos investigations pour explorer ces aspects, notamment qualité de vie, et puis le coût efficacité pour les patients, et puis aussi pour nos sociétés, parce que c'est des enjeux médico-économiques aussi importants. Je vous remercie.